Donc, rebonjour. Je vais vous présenter. Ah oui, voilà. Donc, je vais vous présenter une communication intitulée Le sens de la famille, éleveuse, éleveur et chevaux de trait. Donc, les chevaux de trait, ils ont d'abord été employés comme force de traction et ils sont aujourd'hui menacés d'abandon pour l'agriculture en raison de la motorisation. Néanmoins, des éleveuses et éleveurs ouvrent de nouveaux débouchés afin de leur conférer une raison d'être et de perpétuer leur élevage. Donc, au sein de ces élevages, les chevaux sont considérés comme des compagnons, des collègues, des acteurs du terroir avec lesquels éleveuses et éleveurs travaillent et vivent. Donc, ces animaux, ils disposent alors du statut de membres de la famille. Donc, cependant, d'une part, l'anthropologie de la nature s'est intéressée aux relations familiales entre humains et animaux dans des sociétés non naturalistes. Donc, ici, je fais référence aux travaux dans la lignée de Descola. D'autre part, les travaux sur les relations familiales occidentales, incluant des animaux, ne traitent que des animaux de compagnie. Et donc là, je renvoie au très bon dossier dirigé par Doré, Michalon et Libano Montero. Donc à une exception près, qui serait peut-être l'article de Patrice Régnier, qui est sorti l'année dernière sur les relations entre propriétaires, cheval et famille. Donc c'est sorti dans les cahiers critiques de thérapie familiale et de pratique de réseau. Et d'ailleurs, ma communication d'aujourd'hui porte sur mon article qui est sorti dans ce même dossier. Donc, bien que exprimées par les éleveuses et éleveurs, ces relations familiales entre humains et animaux d'élevage, elles font l'objet de très peu d'études en sciences sociales. Donc, on a quand même le travail de Jocelyne Porcher en 2002, où elle évoque un petit peu cet aspect. Et de même, à part les ethnographies de Bernadette Lisée, les observations longues et les monographies d'élevage de chevaux de trait sont quand même rares. Or, dans un contexte de remise en question de l'élevage en général et du risque de disparition des chevaux de trait, la description de ces relations familiales entre chevaux, éleveuses et éleveurs, ça me semble relever d'une certaine importance. Donc ces histoires de famille, en fait, elles racontent la passion des parents, la ferme familiale, les chevaux de la belle famille, les lignées équines, des noms de famille multispécifiques, des lignées qui s'intercroisent. Et donc en fait, c'est tout ça, ça raconte de la transmission intergénérationnelle et interspécifique d'un lien anthropo-équin qui est assez particulier. Donc, ma communication, elle s'appuie sur effectivement, comme l'a dit Vanina, sur ma thèse et sur mes ethnographies qui ont été réalisées dans ce cadre, donc au sein d'élevage de chevaux de trait, donc dans leurs berceaux respectifs. Donc, j'ai des traits poids de vin mulassier, des ardennais, des percherons et des traits du Nord. Ce travail, il s'inscrit également dans la lignée de Donna Haraway et précisément de sa conception tropisée de la famille. Donc le trope, c'est une figure de style qui introduit un changement de sens par rapport au sens commun. Donc on peut considérer que les éleveuses et éleveurs tropisent le terme famille. Donc j'aborderai les familles multispécifiques formées par les éleveuses, les éleveurs et les chevaux de trait. D'abord sous l'angle de la critique du paradigme de la production, puis le partage d'identité autour du nom et du travail, et enfin la distinction entre amour et famille. Donc, ici, c'est la carte des élevages que j'ai enquêté et sur lesquels je me base pour cette communication. Donc, Percheron en haut, Trait Poitevin Mulassier, Trait du Nord et Ardennais. Donc, tout d'abord, la critique du paradigme de la production. Donc, les évolutions techniques et politiques, elles ont transformé les paysans et paysannes en agriculteurs. Mettons en valeur les dimensions de production et d'économie dans le travail agricole. Et donc, loin des réalités biologiques et paysannes, les liens affectifs, même si ils ont existé et qu'ils ont persisté dans l'intimité, ils ont dès lors été dénigrés et tabouisés. Parallèlement, les chevaux de trait ont perdu leur statut de travailleurs en changeant d'orientation. Donc, ils sont passés du travail à l'abattoir. Ils ont été métamorphosés pour satisfaire les critères de boucherie. Et de plus, l'agriculture telle que pensée par la physiocratie et développée par le néolibéralisme, donc a provoqué un phénomène de taylorisation, donc de fractionnement de l'expérience,
ce qui a déconnecté les fins et les moyens, et donc le travail est devenu un labeur. Et donc, en retravaillant ensemble depuis plusieurs années, les éleveurs, éleveuses et chevautrés reforment un nouveau collectif de travail. Les changements identitaires respectifs ont donc impacté chaque membre, mais aussi les liens entre identité et travail. Alors sur le terrain, les étalons et les juments ne sont pas considérés par les éleveuses et éleveurs comme des moyens de production, mais comme des travailleurs. Donc pour les éleveuses et éleveurs, il ne s'agit pas de produire des poulains, mais de mettre à la reproduction, de faire naître. Donc ici, produire s'oppose à préserver, conserver, sauvegarder, créer, qui sont des dynamiques dans lesquelles les naissances ne sont pas du tout des rendements. La reproduction des chevaux de trait, c'est pas un renouvellement de la force de travail ou la création d'un objet. En fait, il s'agit de conserver des liens. Et donc, ça sous-entend l'idée de garder, qu'il subsiste quelque chose malgré les décès. Donc, la naissance d'un cheval, elle est unique. Elle renvoie pas à un acte de remplacement. Et la mort est également marquante et elle reste dans les mémoires. Les accouplements sont également le fait d'un travail génétique, mais aussi matrimonial, c'est-à-dire que c'est pas tant la recherche d'un produit que la recherche d'un poulain héritant de deux parents entre qui l'accouplement se passera bien. Donc, lorsque les éleveurs et éleveuses que j'ai rencontrés étaient confrontés au discours dominant, donc économiste ou techniciste, le champ lexical de la production revenait plus souvent. Donc, c'est les personnes qui jouissent d'un statut conventionnellement supérieur, comme les vétérinaires ou les inséminateurs ou inséminatrices. Ces personnes-là réifiaient plus facilement les animaux. De plus, les liens familiaux ne semblent dissibles que dans la sphère intime. Et donc, le régime de l'affect, il n'est pas toujours majeur. Il devient mineur au contact des figures d'autorité, ces figures actualisent en fait le régime de la production. Donc, par exemple, je vais vous raconter une petite scène. J'ai aidé un éleveur lors des échographies et donc le vétérinaire en expliquait que les juments étaient en chaleur. Donc à ce moment-là, il est en échographie, donc il a une sonde transrectale à la recherche d'un follicule et il nous dit, celle-là, elle est chaude, elle peut être exploitable. Et puis il renouvelle la manipulation sur une autre jument, il dit, ça aussi, c'est chaud. Et donc, à ce moment-là, l'éleveur, toute l'après-midi, a repris l'utilisation du terme ça pour désigner les juments, jusqu'au départ du vétérinaire. En revanche, le soir, quand il raconte les auscultations à son épouse, il qualifie à nouveau les juments de mes belles et de mes filles. Donc, les éleveuses et éleveurs cumulent mais distinguent les activités de production et de reproduction selon la situation. Par exemple, une balade en calèche qui est effectuée dans un cadre uniquement financier, elle va être placée, abordée par le paradigme de la production, tandis qu'une même balade, également à destination d'une clientèle, mais où du plaisir est pris entre l'éleveur, l'éleveuse et les chevaux, va, elle, être évoquée en termes d'affect. Toutes les personnes, donc oui, je passe à ma seconde partie, partage d'identité autour du nom et du travail. Toutes les personnes que j'ai enquêtées évoquent des liens identitaires qui renvoient au terroir et à la famille. Et terroir-famille, c'est les premières motivations à travailler avec les chevaux de trait. La race locale, elle est particulièrement choisie en raison de son inscription écologique et de son impact positif sur l'environnement, ainsi que de son caractère patrimonial et des liens identitaires partagés et hérités. Donc, chevaux. Ah, hop là. Non, je retrouve plus Ah, c'est bon. Chevaux et humains ont donc longtemps vécu et travaillé ensemble. Aujourd'hui encore, l'attachement identitaire, il se perçoit dans l'autoréférence spatiale et professionnelle, qui sont des références également appliquées aux chevaux. Donc, il y a effectivement un partage d'identité entre éleveurs, éleveuses, chevaux, notamment par le partage du gentilé. Donc, on a les traits percherons, les percheronnes dans le Perche, les traits ardennais, les ardennaises dans les Ardennes, etc., qui est un signe d'autochtonie mutuelle. La race régionale, c'est un emblème. C'est aussi cette caution d'autochtonie qui inscrit les différents membres de l'élevage dans les régions naturelles. Donc, éleveurs et éleveuses, en fait, défendent une identité partagée avec les chevaux. Et en ce sens, les équidés sont donc des marqueurs identitaires et culturels.
De plus, le travail, c'est l'activité sociale qui occupe le plus l'existence des éleveurs, éleveuses et chevaux, donc ça affecte leurs habitudes constituantes de leur identité. Les relations avec les animaux, elles participent donc de la construction identitaire de la personne en tant qu'éleveur ou éleveuse, car une grande partie de ces expériences relève en fait de ces relations. Et il en est de même pour les chevaux de trait, qui sont d'ailleurs bien distingués des autres équidés par leur traditionnelle tâche de traction, et plus généralement par leur qualification d'animal de travail par les institutions, c'est-à-dire un animal qui participe à la création d'un bien ou d'un service. Par ailleurs, la plupart des chevaux ont un affixe qui correspond au nom de l'élevage dans lequel ils naissent et qui est souvent présenté comme un nom de famille inscrit sur leur papier d'identité, qui peut pas changer au gré des ventes. Les chevaux sont officiellement et traditionnellement présentés par leur nom complet, puis est indiqué le nom complet de leur père, puis celui de leur mère, puis celui du père de la mère. Donc, par exemple, Lord d'Albe par Orgueil de Prainville et Sissi d'Albe par Tsar of Livingstone Valley. Donc, Lord qui est juste ici. Euh, donc, c'est une manière pour les élevages de connaître les origines des chevaux et de les signifier. Donc sur mon terrain, Sylvie, elle est éleveuse de percherons et elle présente Lord, ce poulain, en suivant sa généalogie équine, comme je viens de vous le dire, et en incluant des éléments multispécifiques. Donc en précisant que elle est propriétaire du père de Lord, mais que sa grand-mère est née chez le père d'Éric, donc son propre mari, qui lui-même est éleveur de percherons par son père, mais qui est aussi l'époux de Sylvie. Et les intrications de lignée équine et humaine sont très fréquentes et se mélangent comme ça au gré des présentations. Les histoires de famille sont donc multispécifiques et multidimensionnelles et introduisent les lignées, les personnes, les propriétaires, les anecdotes, les affixes, etc. Donc Sylvie, elle m'explique aussi que Lord, sous forme embryonnaire, il a été transféré de sa mère biologique, Sissi d'Albe, à sa mère porteuse, Rumba, qu'on voit ici. Les deux juments, Rumba et Sissi, elles sont d'ailleurs demi-sœurs par la mère. Rumba est donc la mère porteuse de Lord et sa tante. Et donc l'éleveur, le mari de Sylvie, il me notifie plusieurs fois que Rumba et Sissi, ce sont les mères de Lord. Le prénom du poulain est également choisi à partir de la lettre annuelle, puis selon les circonstances de naissance ou sa robe, son allure. Je renvoie effectivement à la communication de Camille, c'est sur mes terrains toujours vrai. Il y a également des rappels au nom des éleveurs et éleveuses. Donc, par exemple, un de mes éleveurs, Rémi, a appelé son premier poulain par rapport à son propre prénom. Puis il a ajouté la lettre annuelle et un X pour le style, et donc son poulain a été prénommé Orémix. Bon, d'ailleurs, Rémi, lui, il nomme les poulains mâles d'après le père et les poulains femelles d'après la mère. Donc, il y a des rappels dans les lignées, ce qui permet de savoir très précisément où se positionne le poulain par rapport aux lignées. C'est un système qui est courant dans les grandes lignées, qui est même obligatoire pour certaines races. Ce qui n'est pas le cas pour la sienne, mais c'est ce qui lui plaît. Dans les élevages enquêtés, les chevaux sont tous nommés, ils répondent à leur prénom d'ailleurs. Par exemple, quand Sylvie, elle appelle Lord au pré, il se tourne, il s'approche d'elle. Quand les juments Sissi et Sirène tirent ensemble l'attelage, elles réagissent chacune à leur prénom. Elles tournent les oreilles vers le meneur. Elles réalisent ce qu'il leur demande, pardon. Et les éleveurs et éleveuses connaissent évidemment tous leurs chevaux, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres animaux, comme les vaches ou les brebis, qui peuvent être aussi parfois sur ces élevages. Nommer un cheval, un animal, et qui plus est partager un nom de famille, en fait, ça lui attribue un statut interactionnel, une personnalité. Et ça favorise les interactions interindividuelles et surtout, ça permet de parler de lui comme un membre de la famille. Et donc, pour cette troisième partie sur la distinction entre amour et famille, assez rapidement, je vais commencer par l'exemple de Rémi, donc, qui surnomme ses pouliches Mébel, qui considère ses animaux comme sa famille. Ça revient dans tous les élevages. Les maisons, d'ailleurs, elles sont décorées avec les photos et les tableaux des chevaux de l'élevage, les coupes gagnées en concours, les photos de famille, où apparaissent les chevaux. Les chevaux sont présents, d'ailleurs, au mariage, hein, souvent en tirant la calèche. Euh, et les chevaux sont également très proches de l'habitation. Donc, ils sont dedans par des formes décoratives et de souvenirs, mais aussi proches physiquement. Par exemple, chez Rémi,
l'écurie, on la voit depuis les fenêtres de la chambre, alors que les vaches, elles sont à une centaine de mètres. Et le chien, lui, il dort dans le jardin. Et le chat, il vit dans la maison. On voit déjà une première échelle. Néanmoins, le chat, chez Rémi, c'est un animal de compagnie, mais c'est pas un membre de la famille. Alors que les chevaux, ce sont des membres de la famille, mais ce ne sont pas des animaux de compagnie. Ce sont des animaux de travail, des compagnons de vie. Ils ne sont pas chargés de tenir compagnie. Donc on a une distinction entre compagnie et famille, ce que n'a pas forcément fait la littérature sur le sujet. Compagnie, ici, c'est pas considéré comme de la famille. Euh, les animaux de travail et les compagnons de vie ne sont pas chargés de tenir donc compagnie, mais ça souligne des liens d'appartenance à un collectif, qui est d'ailleurs valorisé au sein de la communauté professionnelle, comme un gage de bienveillance, en fait. Pour autant, la question de l'amour, elle, ça c'est un terme, l'amour c'est utilisé par les enquêtés, mais ça fait débat. Donc autant les éleveurs et éleveuses disent aimer leurs chevaux, ils sont pas forcément sûrs d'être aimés en retour. Néanmoins, cet amour, c'est pas un amour filial, il y a pas, c'est pas le remplacement d'un enfant. Euh, et les éleveuses sont beaucoup plus enclines à parler de cet amour. Pour autant, hein, pour elles, il n'y a ni équivalence ni substitution avec les enfants, même quand elles les appellent mes bébés. Euh, Par contre, ce qui est valorisé et ce qui rend fiers ces éleveuses et éleveurs, c'est les signes d'affection. Donc ça peut être un hennissement, un rapprochement physique. C'est évoqué notamment très pudiquement. Les rapports affectifs hein, entre éleveurs, éleveuses et animaux ont été très longtemps ignorés, écartés du fait de la physiocratie, hein, je l'expliquais en première partie, et qui a opposé la production et le sensible. Et donc, si les éleveuses sont plus enclines à parler de ce sensible, c'est aussi parce que le patriarcat le leur autorise, alors qu'il le confisque aux hommes, et que ces discussions ont lieu entre elles et moi. Donc, sur certaines scènes où elles doivent affirmer leur professionnalisme, tout sentimentalisme là est dissimulé, et de même pour les hommes. Donc, amour et famille, ce sont deux domaines distincts. Sur l'amour, les points de vue divergent, mais tous s'accordent pour dire que c'est pas la même chose que l'amour envers son enfant. Pour la famille, la plupart des éleveuses et éleveurs disent faire famille avec leurs animaux. Et donc, c'est un faire en donnant naissance, en étant concerné et en valorisant ce faire famille. Certains élevages, néanmoins dans certains élevages, tous les chevaux ne font pas partie de la famille, et donc il y a des hiérarchisations entre animaux et selon des affinités individuelles. Euh, donc les conflits peuvent également dégrader l'animal dans la hiérarchie, mais ça peut également être le contraire, parce que la famille, c'est pas un lieu idéal, c'est aussi un lieu de conflit. Les chevaux de la famille ne sont pas mangés et ont des privilèges. Ils ont plus de caresses, ok. Des surnoms personnalisés, etc. Le faire famille du point de vue des chevaux semble également proche de celui des éleveurs et éleveuses. Les poulains ont effectivement des liens avec leurs parents, des relations privilégiées qui vont s'estomper vers l'âge de 2 ans et qu'on peut rapprocher plutôt à de l'amitié. Euh, donc un poulain en élevage côtoyant chaque jour sa mère développera une amitié pour elle, tandis qu'un poulain séparé de sa mère à la naissance ne la reconnaîtra pas en dépit du lien biologique. Donc, autrement dit, la famille chez les chevaux reposerait plutôt sur l'attachement et la proximité, donc plutôt sur la parentèle. Et c'est ici qu'on rejoint Donna Haraway sur les relations multispécifiques, où il ne faut pas confondre amour et infantilisation. Mais voilà, elle dit making not babies, donc faites des parentèles avec les autres vivants sans les bébéiser. Donc la famille devient cet arrangement fluide, soumis à des négociations et des redéfinitions constantes, centrées sur l'attachement et non pas la biologie. Voilà, donc très rapidement pour conclure, la famille ne se limite pas aux membres d'un ménage, et donc les études des relations familiales multispécifiques ne doivent pas se restreindre aux animaux au sein d'un foyer. Il faut prendre au sérieux les éleveuses, les éleveurs et les chevaux, sortir du paradigme de la production et de l'anthropocentrisme sans faire de l'anthropomorphisme.
et montrer les complexités des relations d'élevage et des relations multispécifiques. Les relations qui sont entretenues entre éleveurs, éleveuses et chevaux, ce sont des relations familiales. Cette conception de la famille, c'est un trope, celui d'un devenir avec, en train de se faire, multispécifique. La famille, c'est donc pas une entité objective, mais c'est une façon personnelle de considérer et de décrire ses pratiques. Dans ces élevages, la famille, elle se fait, elle se partage entre humains, chevaux, des origines, un lieu de vie et surtout son travail et sa vie. Merci beaucoup.